Jean-Gabriel, on va passer donc au deuxième film, Eût-elle été criminelle. Un mot de présentation avant la projection? Oui, rapidement. Ah, c'est allumé là? Oui, rapidement, parce que ça, c'est un film c'est plus facile d'en discuter vraiment après. C'est un film que j'ai fait, c'est peut-être un des seuls films que j'ai fait dont l'origine vient d'images que j'ai vues, et pas d'images que je suis allé chercher. Je faisais un travail pour on m'avait demandé de faire un travail vidéo pour un festival en Normandie. Et du coup, j'avais fait un travail autour des représentations de la guerre, en comparant les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale et les images contemporaines. J'ai juste essayé, c'était des hypothèses de travail, voir où s'ancraient les différences, s'il y avait des différences ou pas. Et dans ces recherches, des images me sont évidemment... j'ai vu la Seconde Guerre mondiale était quand même juste une boucherie sur plusieurs années, donc les images sont de plus en plus violentes. Et voilà, il y a ces images qui sont arrivées, que j'ai gardées longtemps en tête, et un jour j'ai fait ce film-là, donc on va le regarder, ça sera plus simple pour en parler, mais... Ok. Pour cette installation, j'avais fait une classification des archives par ordre chronologique. Bon, quelque chose de très simple, mais malgré tout, il fallait monter ces images. C'est tout bête, mais il fallait les mettre dans l'ordre, etc. Mais donc déjà, il faut revoir plusieurs fois les images, ce qui n'est pas forcément, pas forcément un exercice facile quand on parle d'images, là, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on enchaîne les bombardements de villes entières, la libération des camps, enfin, d'un coup, on est dans des images qui sont quand même excessivement violentes. Et spontanément, quand on voit ce type d'image, l'œil est tout de suite focalisé sur la victime. Quelle image? Donc voilà, quand j'ai vu les images des femmes tondues, je ne voyais qu'elles. Les images étaient déjà très heurtantes. Enfin, c'est des choses, on a beau le savoir, et après revoir des images, malgré tout, c'est toujours un petit peu violent. Mais comme j'avais à les monter, au bout d'un moment, c'est impossible en permanence rester sur les figures de victimes, de gens torturés, de cadavres, et l'œil s'éloigne un petit peu pour réussir à monter sans avoir envie de pleurer. Et du coup, en revoyant ces images plusieurs fois et en les regardant d'un peu plus loin, j'ai commencé à voir ce que j'avais pas vu la première fois, qui sont les gens autour, qui font la liesse. Voilà, qui sont heureux d'être là, les gens qui font ça. Et ça m'a rendu les images d'autant plus dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Et le temps passe, et voilà, elle continue quand même à traîner. Donc, à un moment, il y a un court-circuit qui se fait entre une situation que je vivais en France et ces images-là. Ce qui arrive souvent dans les films, d'un coup, c'est un court-circuit entre des questions que je peux avoir et un événement historique que j'ai traversé, que j'ai rencontré. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a un lien qui se fait entre les deux. Je peux l'expliquer sur certains détails, mais il y a malgré tout une chose qui est de l'ordre de l'hypothèse, ou quelque chose qui surgit comme ça. Et en fait, à ce moment-là, c'était avant les élections présidentielles. Et je sais pas, il me semble, de manière rétrospective, c'est le début de ce qu'on vit aujourd'hui. D'un coup, un retour terrible du gras, du racisme, de l'homophobie, de choses dont on était pendant un temps en tout cas préservé, en tout cas où il y avait un jugement qui était clair qu'il fallait changer cette chose-là. Et là, il y avait eu des signes comme ça déjà un peu partout en France. C'est une année où à Lille, un mec avait été brûlé dans son jardin parce qu'il était pédé. Il y avait des sans-papiers un qui était mort dans l'avion, étouffé par les flics, une autre jetée de son balcon à Paris. Enfin, tout ça était un peu perturbant. Et élection présidentielle, l'histoire du Stade de France, la Marseillaise, et ça fait tout un pataquès. On se dit, mais putain, on peut pas... Je sais pas, il y a des gens qui sont en train de crever là, et on est en train de parler de la Marseillaise qui revient comme ça, et Ségolène Royal, Ségolène Royal, qui fait sa proposition qu'on doit tous avoir un drapeau à la maison pour le sortir, pour faire la fête. Et je comprenais absolument pas qu'on puisse revenir là-dessus, parce que moi j'ai pas grandi avec ça, alors d'un coup ce retour du patriotisme et tout ça, enfin des symboles patriotes, et j'étais vraiment énervé. Je voulais faire un film sur l'état de la France. Et ça a fait voilà, un court-circuit avec ces images-là, qui est plus qu'un état de la France, mais qui avait cet avantage de se passer en France et de cristalliser un moment qui est à la fois un moment de libération, vraiment, contre la barbarie, etc., et d'une petitesse, mais
vraiment incroyable. On n'est pas les seuls à pouvoir être très 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 petits, mais en France, des fois, on aime bien être très 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 petit. Et du coup, ça a donné ce film-là. Voilà, c'est la conjonction de ces deux choses. Même si après, évidemment, le film, vu des années après, vu d'ailleurs, il se décroche de mon énervement, parce qu'il n'apparaît pas dans le film. Mais malgré tout, du coup, il devient beaucoup plus partageable et a une thématique beaucoup plus large que celle-là. Mais en tout cas, l'étincelle du film était vraiment un énervement. Et ma question, pourquoi Mireille Mathieu, si c'est bien Mireille Mathieu ensuite? Oui, alors cette question, elle est... En fait, quand je fais le film, donc il fallait qu'il y ait la Marseillaise. C'était très important parce que c'était le tube de l'époque, elle avait été interdite quelques années, donc a priori quand il y a de la musique, il y a souvent la Marseillaise à ce moment-là. Et je cherchais la Marseillaise interprétée pour la dernière partie par un solo de femme, que ce soit porté par un solo. Donc j'écoute pas mal de choses et tout ça, et je pense que j'avais tout pris sur Internet, les versions de la Marseillaise, donc c'était pas forcément très très bien référencé. Mais je choisis cette version, que je trouvais très très forte. Bon, et je montre un peu, les producteurs s'occupent du film, tout ça, la question ne pose pas des droits. Enfin, bon, la Marseillaise est libre de droit, les interprétations par l'armée est libre de droit, donc du coup, ces questions ne se posent pas, tout ça. Et je ne suis pas allé présenter le film tout de suite, moi. Je sais pas, je ne pouvais pas aller le présenter quand il était en festival et tout ça. Et quelques mois après, je vais au Canada présenter le film pour la première fois. Première question, et pourquoi vous avez choisi Mireille Mathieu? Et là, j'ai fait, eh merde. C'était pas voulu. C'était pas, si j'avais su que c'était Mireille Mathieu, je l'aurais enlevé. Parce que ça amène un élément de lecture qui est vraiment très circonstancié à la France pour les gens qui la reconnaissent. Et c'est vrai que moi je la reconnais. Et juste après, en plus, Sarkozy gagne, non, Chirac, enfin, et elle chante Sarkozy, et elle chante la Marseillaise. En direct à la télé. Je me dis, oh non, non. Voilà, c'était une lecture qui était un peu trop serrée. Voilà. Et du coup, en plus, évidemment, j'ai eu le droit à des problèmes de droit avec Mireille Mathieu. Donc là, vous avez la version pirate du film, avec la version officielle du film sans Mireille Mathieu. Peut-être qu'on peut juste, du coup, revenir sur le montage, là, quand je parlais d'un dos à l'envers, et du coup, comment d'un coup le montage, là, agit. Donc c'est vrai qu'il y a cette première partie dont j'avais l'accélération, la première partie dans ton film, oui. Là, c'est incroyable. Alors comment tu travailles? Tu travailles, comment que ça se passe? Parce que c'est quand même quelque chose, il y a des millièmes de seconde, comment tu fais sur ta table de montage? En fait, ça c'est un peu comme de la sculpture. J'ai dû prendre des heures de rush, organisées par, grosso modo, organisées par chronologie et par thème. Les avions ensemble, les bombardements en France ensemble, enfin de faire comme ça des espèces de cases, et un accéléré global surtout. Et là, on a de la marmelade, quoi. On a strictement rien. Et le but du jeu est de revenir en permanence dessus pour enlever... C'est-à-dire, je regarde le film et dès qu'il y a une petite chose, il faut enlever. Il faut dégrossir, mais vraiment comme en sculpture, on va enlever un petit élément comme ça et on tourne autour. Ça serait la sculpture où on ne sait pas quelle forme on va donner. On sait juste qu'il faut qu'il y ait un moment, moi je voulais qu'il y ait un moment de trop. Il fallait que j'épuise le spectateur pendant 3 minutes. Il fallait vraiment arriver à un état où on est content que ça s'arrête. Mais je ne savais pas plus que ça. Mais du coup, c'est vraiment un travail de longueur, de regarder, d'enlever les petits bouts, de recommencer, de changer la vitesse, de changer l'ordre de 2 images, mais avec cette vitesse, etc., il y a un moment où c'est pas rationnel, c'est vraiment visuel, strictement visuel. Et ça, c'est plusieurs semaines de travail, de revenir dessus un peu frais à chaque fois pour le voir, pour qu'à la fois ça soit désagréable, mais fluide. Que ça soit pas trop heurté, parce que vraiment, si le hasard, là, ne marche pas du tout. Le hasard, c'est juste les rapports changent tout le temps, et là, ce qui va lier, par exemple, c'est que d'un coup, il y a deux mouvements qui sont les mêmes, les avions vont aller dans le même sens, c'est des mêmes types de couleurs. Et du coup, ça permet de faire des micro-blocs cohérents, même s'ils sont très très courts, des demi-secondes, hein, mais du coup, qui permettent non plus de pas que l'épuisement vienne de la vitesse, mais pas que ça fasse pas, ça brûle pas les yeux, quoi. Et sur le montage, tu es tout seul, tu as un assistant, comment ça se passe? Je suis tout seul. Tu es tout seul, et donc pendant des semaines, tu te fais pilonner d'images de ce type-là. Ouais,
Ouais, c'est un peu fatigant. Mais j'ai besoin de travailler seul parce que, bon, sur des projets où par exemple j'ai besoin de faire de la recherche ou des choses comme ça, ou de préparer des éléments comme le film qu'on va voir cet après-midi, ou le film qu'on va voir juste après, hein, 200 000 fantômes, là je travaille avec des assistants, parce que juste à cause de la masse de travail. Mais par contre, c'est des assistants qui m'aident avant, mais pendant le montage, je suis vraiment seul. Et c'est une chose que ça passe par là. Enfin, il faut absolument que ce soit moi qui mette les mains dedans pour comprendre. Et puis, c'est ce qui me permet aussi de revoir les images, d'être sûr de moi, de les questionner. Enfin, c'est aussi tout un moment les images ne se donnent jamais comme ça, quoi. Il faut les traverser plein de fois, il faut les mettre les unes derrière les autres, voir pourquoi des fois ça marche pas, pourquoi ça marche, pourquoi d'un coup il y a une chose qui devient touchante, qui devient troublante. Et ça, c'est que dans le travail que ça arrive. C'est des films que je pourrais pas du tout déléguer à un monteur, qui d'un coup, lui, va faire son film d'une certaine manière. Parce que là, mon langage, c'est le montage. Euh, oui. Et en plus, c'est important, là on le voit bien dans la deuxième partie du film, c'est que l'idée du film du montage en général, et du film de montage d'archives, c'est pas de donner à voir des images au spectateur. C'est-à-dire, oh j'ai trouvé des images incroyables, je vous les donne. On n'est pas dans le film de leçon d'histoire ou le film pédagogique, mais je vous les donne selon comment moi je les ai vus. Et du coup, la deuxième partie, le recadrage, pourquoi au début on a ces gros plans sur des personnages qui ont l'air plutôt joyeux, c'est parce qu'il fallait décadrer plusieurs fois, remontrer plusieurs fois les images pour qu'à la fin, au bout de 10 minutes, le spectateur les a vues comme moi je les ai découvertes après ce premier travail de visionnage plusieurs fois, que cette complexité entre la victime et les gens autour qui font la fête et tous ces visages, le montage n'a que pour but que de faire gagner du temps dans la lecture et en tout cas de montrer au spectateur ce que moi m'a bouleversé, par exemple, là, dans ces images. Qu'elles sont complexes, mais du coup, le montage ne participe qu'à une manière de lire ces images-là. Et donc, du coup, pas de les donner à voir, mais de les donner à voir selon comment le réalisateur les a vues. Et du coup, ça passe effectivement par le travail de montage, et du coup, c'est un travail à la première personne. Donc, les réalisateurs de ces films-là sont toujours les monteurs de leurs films. Sur le travail d'écriture, que votre dramaturgie fonctionne parfaitement dans ce film. Parce que la jeune femme brune qu'on voit plusieurs fois et qui est souriante et qui fait lever de la victoire, on a une certaine sympathie pour elle, une forme d'empathie. Et puis après, naturellement, la dernière image nous choque violemment, donc en plus, parce qu'on a été un peu en empathie avec elle, c'est la victoire. Bon, même si on voit bien que cette victoire est sale, mais la dernière image, elle fonctionne complètement. Et là, on comprend bien donc toute la dramaturgie de votre propos et que votre montage, il est scénarisé formidablement. Hein, et cette dernière image, elle est extraordinairement choquante. Et bon, moi j'enseignais l'histoire et je pense que ça, c'est à montrer aux élèves par rapport aux archives qu'on a l'habitude de voir sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont toujours dans une même direction. Et là, évidemment, c'est extrêmement écrit et de ce point de vue-là, pose beaucoup de questions aux spectateurs. Oui, ça c'est un En tout cas, merci, je suis vraiment très heureuse d'avoir vu ce film. C'est très écrit à la base. Après, il y a aussi une chose dans l'empathie qu'on peut avoir. Ça, c'est un endroit où je refuse, pour moi-même, je fais les films, là j'ai parlé des spectateurs, mais quand je fais les films, je suis en rapport direct avec juste moi. Je ne me pose pas la question de ce que je transmets ou des questions. C'est juste, moi j'ai besoin d'être ému par mon propre travail ou d'être questionné. Et du coup, cette empathie, elle était aussi nécessaire dans un premier temps qu'on soit content avec ce qu'on voit. Parce qu'en tout cas, moi, je me refuse cette espèce de bonne conscience de me dire, à l'époque, j'aurais été du bon côté. J'aurais peut-être été cette femme que l'on voit et qui est contente et qui fait lever de la victoire. Ça serait trop facile d'aujourd'hui de dire, oh, ben moi, j'aurais dit non, non, non. Et du coup, c'est vrai que quand on les revoit derrière, on fait, oh non, les connards. Et en même temps, nous, on serait où, quoi? Donc j'espérais, ou j'espère toujours dans les films, de pas donner sur ce type de choses, de créer des ennemis en fait clairs. Les situations sont toujours beaucoup plus ambiguës et surtout, c'est vrai que c'est toujours trop facile de se passer du bon côté de la barrière. On est toujours à pas grand chose de ça, quoi. Après, c'est un film que je montre, enfin qui est beaucoup montré en lycée et en collège, et je l'accompagne.
Et globalement, sur mon travail, c'est vrai que les jeunes, il y a une chose qu'ils aiment beaucoup, c'est l'absence de commentaires et l'absence de lecture préétablie. C'est-à-dire la leçon d'histoire, la voix off qui va dire regardez sur les femmes tondues par exemple, ce qui s'est passé dégueulasse, nanana, alors il y a du violon, tout ça, il y a des explications, mais finalement, une fois que le film est fini, voilà, c'est comme ça passe aussitôt, tandis que là, ils sont obligés ils sont seuls face à ce qu'ils voient. Et du coup, ça les bouleverse, et du coup, ça fait apparaître des questions qui sont, pour moi, très perturbantes dans les discussions sur elle le mérite. On n'a toujours pas grandi, et du coup, de le montrer à des gamins, ça permet de se rendre compte que la société n'a toujours pas bougé, c'est toujours qu'on a le droit de faire justice soi-même, plein de choses qui sont assez croustillantes. Et du coup, c'est un film que j'aime beaucoup accompagner et montrer quand je peux aux lycéens, parce que c'est là pour le coup j'ai l'impression, je fais des films beaucoup sur les questions politiques, mais un des rares moments où je me sens vraiment agissant avec les films, c'est quand je vais les présenter, notamment à des gamins, et que là on a des vraies discussions sur le sens des choses, quoi. Et du coup de les laisser dire certains, ceux qui pensent qu'elles l'ont mérité, que de toute façon c'est pas grave, que grosso modo aussi ce sont des femmes, enfin tout ce type de choses, ça permet de les faire surgir et qu'on en discute, et qu'entre eux ils en discutent et qu'il y ait du désaccord, que ça soit mis sur la table, et c'est ce qui fait changer les positions. Moi, il y a un aspect de l'image où je suis curieux d'avoir votre point de vue, c'est sur l'esthétisation qu'on peut faire des images d'archives en fait. Ouais. Parce que vous avez un montage extrêmement pointu, très fin, très rythmé. Et du coup, en plus, en ajoutant une musique et tout ça, ça donne... Enfin, c'est des images tellement fortes, tellement prégnantes, que la lecture, on peut faire des raccourcis facilement, et du coup, j'étais curieux de voir le point de vue, comment vous gérez ces images, les forces de ces images en fait. En tant que tel, il n'y a pas d'image d'archive. Enfin, les images d'archives pures, une espèce de pureté de l'image d'archive n'existe pas. On ne peut pas les lire. Une image d'archive, la plus simple, on va toujours être accompagnée d'une légende. On a besoin de renseignements sur les images, on ne peut pas les lire. Donc, c'est quels outils on a pour renseigner les lecteurs de ces images-là. Quand c'est des photographies, ça va souvent être une légende ou un texte inséré dans un corps d'un texte. Quand c'est au cinéma, ça va être... Les images, des fois, elles sont censées être un peu pures, mais il y a du commentaire, il y a de la voix off, et il y a, dans tous les cas, montage. On met au moins deux images, on met les images les unes derrière les autres. Voilà. La différence avec mon travail, c'est que, par exemple, moi, je ne fais pas semblant que je suis neutre. Je ne fais pas semblant que les images, elles sont comme ça. La plupart des documentaires, on fait semblant que les images sont comme ça. Les gars, ils sont allés dans les fins fonds d'une cave, ils ont pris et comme par hasard, elles étaient toutes montées comme ça, dans cet ordre-là. Voilà. Apocalypse, on apprend que les images étaient en couleur et en 16/9. Enfin, c'était... Et du coup, moi, je sais que j'ai pas peur, parce que dans tous les cas, il y a intervention. Mais la différence de ce type de film, c'est que par contre, je la montre. Je ne fais pas semblant de montrer que je trafique, que je reprends les images, que je construis quelque chose avec. Et c'est vrai que du coup, ça apparaît clairement, et ça pose question. Mais le questionnement, là encore, qui me dépasse largement, qui questionne tout le cinéma de montage, c'est de faire apparaître, à contrario, que comme il y a construction, les autres types de films sont aussi des constructions, mais elles se taisent. Elles ne se montrent pas. Et donc il y a malgré tout une espèce d'honnêteté de montrer. Moi je montre très clairement que je recadre. Voilà, je ne me cache pas. Mais il n'y a pas de paradis perdu de l'archive. Les archives pures n'existent pas. Elles sont illisibles. Elles sont vraiment illisibles. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on amène. Et moi, ce que je vais amener dans les images, et ce que je ne cache pas non plus, c'est de l'émotion, par exemple. Moi, ces images, elles m'ont fait pleurer quand je les ai vues. Mais vraiment pleurer, enfin, c'est un truc qui m'a atteint. Et je fais un film pour faire pleurer. Enfin, pour retransmettre une émotion. L'histoire et les archives ne passent pas que par un savoir théorique, mais aussi d'un coup par une force d'émotion. Et d'ailleurs, c'est souvent l'émotion qu'on partage le plus, qu'on arrive à... C'est-à-dire que quand on voit ça, il faut vraiment être crétin pour ne pas être ému par le fait qu'une nana en groupe se prenne une torgnole. Quelqu'un qui n'est pas bouleversé par ça, et à partir du moment où on partage ça, c'est là qu'on peut dire « Ah !» Alors à ce moment-là,
il fallait pas le faire, ou à ce moment-là, au moins c'était problématique. Quand bien même certains l'acceptent et trouvent ça normal, c'est quand même problématique. Et on peut commencer à se dire, ben, si ça c'est pas juste, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas juste, tous les actes de violence sont pas justes, et d'un coup ça devient métaphorique. Mais c'est vrai que la question, il y a des films, hein, enfin, en tant que spectateur, il y a des films que je trouve indignes en termes esthétiques. Et là, c'est que, et ça c'est dur à gérer parce que les curseurs ne sont pas les mêmes selon les personnes qui lisent. Mais vraiment, je me trouve beaucoup plus honnête que la télévision avec des choses comme Apocalypse. Vraiment, enfin, qui est d'une horreur absolue, quoi. On fait croire à des générations entières qu'il y avait du son, qu'il y avait de la couleur. Apocalypse présente même pas le fait que 90% des archives sont fausses. Et on fait croire que c'est vrai. Et je trouve ça totalement inacceptable. Et ça ne coûterait rien de mettre un carton en disant attention, pendant la Seconde Guerre mondiale, les images étaient refaites parce qu'on n'a pas les moyens techniques de les faire. C'est juste prévenir, quoi, en 2 secondes, le spectateur que c'est pas en couleur, que même s'ils le font après, mais il faut dénoncer en fait ce qu'on fabrique. C'est là où il y a au moins une éthique du travail. Comment on finance un film comme ça? Non, ça on ne le finance pas. Parce que déjà, pour le coup, un film comme ça s'écrit pas. Ce type de film, c'est beaucoup plus facile à écrire a posteriori une fois qu'on l'a vu que écrire avant, quand présenter le film, l'exercice de présenter ce film. Certains, oui, ben c'est un film sur les femmes tondues à la Libération. Bon, on ne dit rien du film, on parle du sujet du film. Et si on commence à parler du montage, ça prend des heures. Alors il y a des décadrages, alors au début on voit des trucs. Bon. Et du coup, à écrire avant, c'est très difficile. Et de toute façon, je n'ai pas besoin d'argent pour ça parce que je suis équipé de matériel, concrètement. Je suis, comme j'ai été très longtemps monteur, je suis très bon technicien, je peux cacher et livrer des films vraiment définitifs, aboutis en termes techniques, hein, je ne parle pas artistique, mais techniques. Et ce sont des images hors droit, qui sont en dehors du droit d'auteur. Comme c'est un peu, je fais beaucoup de films d'archives, je sais où trouver les images, je sais ce que je peux prendre, et je peux cacher le fait que je n'ai pas accès aux images de bonne qualité. Bon, là c'est une copie DVD, donc elle n'est pas très bonne, mais le film en 35 ou en DCP, on ne voit pas du tout on a l'impression que c'est des images de pellicule que je suis allé chercher. Et donc j'arrive à faire des films tout seul. Et c'est important, je continue toujours à faire des films que je ne finance pas, parce que déjà, j'ai un peu, personnellement, beaucoup de mal avec le fait d'en permanence demander de l'argent public dès qu'on a une idée. Voilà, je suis artiste, j'ai besoin de fric, je devrais être payé pour faire mon travail. Moi, si je peux faire un film qui me coûte 0, je ne vois pas pourquoi je demanderais de l'argent. Donc je demande de l'argent que quand j'en ai besoin pour faire les films. Et aussi parce que ne pas avoir d'argent, c'est la plus grande liberté. C'est-à-dire que ce type de film, je les commence, je pourrais ne pas le finir. C'est des hypothèses, hein. Ce type de film, je commence à faire un travail. Si j'estime qu'il n'est pas abouti, je le mets dans une... Voilà, je le jette de mon ordinateur. Si des fois j'ai de l'argent, je suis obligé de rendre un film. Mais je n'ai pas forcément envie de le faire, et du coup... Quand on est obligé de le faire, il y a des moments, il y a des choses qu'on n'a pas envie, ou voilà, c'est des idées qui n'étaient pas bonnes, et du coup, il n'y a pas de raison que le film se continue, et du coup, de ne pas avoir d'argent, ça permet aussi de ne pas finir les choses. Ça m'est jamais arrivé de ne pas finir un film, mais j'ai toujours pris comme impossible. Ce qui est important dans ce type de film, c'est le temps qui passe entre l'idée d'un film, ou les images que l'on voit, et le moment où on fait le film. Ça, c'est un temps qui n'est pas un vrai temps de travail, mais qui est très très important, parce que c'est le temps du fait d'y penser, c'est aussi le temps de la lecture. C'est-à-dire que pour faire un film comme ça, j'ai lu tout ce que je trouvais sur la Libération, les processus de tonte en France et ailleurs, parce qu'il faut que ça ne se voit pas dans le film, mais je sais exactement d'où vient chaque image, qui c'est qui l'a prise. Pour réussir à monter correctement, il faut connaître les images. Donc il y a toute une connaissance livresque à avoir pour ne pas faire de contresens, enfin de ne pas raconter n'importe quoi avec les images. Moi j'ai besoin de savoir d'où elles viennent, donc tout ça prend beaucoup de temps, et puis ça nourrit aussi, enfin la lecture, les témoignages, c'est un truc qui fait gamberger avant de s'y mettre. Et comme là j'avais trouvé des images avant, pour un autre projet, j'ai pas eu le temps de recherche. Qui aussi, le temps de recherche peut être un temps, on va voir sur le film d'après, le temps de recherche c'est 1 an. Hein. Là j'avais pas de temps de recherche, donc je pense que c'est un film que j'ai fait le gros du montage en 2 semaines. Mais après, je suis revenu régulièrement dessus pour affiner. Parce qu'après, une fois que le film est posé, c'est impossible de passer 8 ou 10 heures dessus, on ne voit plus rien. Donc en fait, il faut revenir avec un peu d'air. Il faut regarder le film le matin très frais, refaire un peu de montage et revenir. Après, ça s'est un peu délayé sur quelques jours.
Mais c'est un film qui était, que j'avais quand même très en tête en commençant le montage, donc le montage est allé assez vite.